Même surtout les femmes. Monsieur le Président, Avec les femmes. Mesdames, Messieurs les directeurs, On voit pas très bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Au nom des membres de l'association RSO Maroc, j'ai le plaisir de vous souhaiter donc la bienvenue à notre habituel temps de débat que nous organisons donc chaque année et qui est en fait le 16e événement que nous avons organisé depuis la création en 2013 de notre association. Donc, de par l'organisation de ces événements et de nos participations à différentes manifestations RSE au niveau national et RSE et international, nous nous réjouissons du succès des actions que nous menons pour répondre au mieux à la mission que nous nous sommes assignés, et qui est de développer, d'appuyer et de promouvoir l'esprit de la responsabilité sociétale des entreprises, des organisations et des personnes pour un développement durable, économiquement viable et équitable dans un espace où le bien-être de l'homme est central. Depuis le début de cette année, nous avons organisé un atelier sur les processus de gestion des ressources génétiques avec le ministère chargé du développement durable et la GIZ, et puis un module de formation sur la construction de la démarche RSE selon la norme ISO 26. Et nous comptons donc cette année organiser d'autres événements sur la RSE et la gouvernance d'entreprise et sur la RSE et l'économie solidaire. Puis cette année, le 4e congrès, la 4e édition des rencontres internationales de la RSE, qui se tiendra donc au mois de novembre, aura pour thème l'économie circulaire, solution du développement inclusif pour l'Afrique. Comme vous savez, tous les ans, on organise un congrès qui regroupe l'administration, l'université et l'entreprise. Et au niveau international, on invite également nos amis africains. Donc en parallèle avec ces événements, nous allons relancer cette année le cycle de formation sur la RSE et le développement durable qui est structuré sur 4 modules. Vous trouverez donc ces informations sur notre site web rsomaroc.org. Vous y trouverez également tous les événements avec les vidéos, les documents, les photos qu'on a enregistrées depuis le début de la création de notre association. Ce soir, notre débat aura pour objectif d'apporter un éclairage sur l'apport en fait de la démarche RSE à la performance globale de l'entreprise. Face à la crise de confiance et aux attentes de la société civile, la RSE est plus que jamais un sujet d'actualité. Et les enjeux de la RSE vont devenir de plus en plus importants à venir, dans l'avenir. La pérennité des entreprises ne dépend plus uniquement des aspects financiers de leur activité, mais également de la manière dont elles se comportent. En effet, donc, la responsabilité des entreprises s'élargit. Elle ne se limite plus aux seuls actionnaires et personnels de l'entreprise, mais intègre d'autres parties prenantes. Les clients, les fournisseurs, les syndicats, les associations, les ONG, etc. Ces nouveaux acteurs exigent d'être entendus. Et cette écoute devient un élément vital pour la performance et la pérennité de l'entreprise. La RSE n'est plus seulement de la communication, ou réduite à des économies d'énergie, ou des actions de mécénat, mais une manière de maîtriser les risques, et devient alors une main invisible permettant de surmonter les défaillances et d'assurer une croissance économique compatible avec le bien-être général. La RSE permet d'établir des relations de confiance sur le long terme avec les salariés, les consommateurs, la société civile, et donc crée une nouvelle dynamique de croissance et des modèles d'entreprise durables. La RSE est donc
un vecteur économique et apporte aussi de nouvelles perspectives de marché et d'innovation. Mais la difficulté de la RSE est de se faire reconnaître, de se faire connaître, mais également son manque de moyens de mesure et de lisibilité pour démontrer son apport direct et indirect à la création de valeur et à la performance de l'entreprise. Nous pensons que l'entreprise devrait avoir un carnet de santé avec des indicateurs de performance et ESG, mais également de bonne santé matérielle et immatérielle. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de dire comment définir cette performance globale de l'entreprise. Quelle interaction entre performance économique, sociétale et environnementale? Qu'apporte une démarche RSE à la performance de l'entreprise? Quel outil de pilotage et de mesure de la performance globale? Notre débat pourra nous apporter des éléments de réponse à ces questions. Pour finir, je voudrais remercier nos intervenants qui ont eu l'amabilité d'accepter de venir partager avec nous leur expérience et leur expertise sur ces domaines. Je nomme M. Brahim Djoujouni, administrateur directeur général exécutif de la banque BNC Bank, M. Karim Kjdi, directeur général de la Banque de Casablanca, M. Marcel Cobus, administrateur directeur général de Lafarge Holcim Maroc, M. Kassim Benanis, président directeur général de l'ASUS, M. Moulay Yus, président directeur général de Somadu, et notre ami Fouad Mousbir, directeur général de Vigio, et Iris Maroc, qui sera le modérateur de nos débats. Je vous remercie tous donc d'être venus et d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie l'ensemble donc des adhérents qui, avec leur soutien moral et financier, nous ont permis d'organiser donc cette manifestation. Et puis bien sûr, je tiens aussi à remercier les médias qui contribuent à mobiliser et à communiquer sur le domaine de la RSE. Le programme de la journée en fait sera le suivant. Donc après le tour de débat qui va être dans 19h45, nous allons commencer le débat à 20h15. Puis à 20h30, nous aurons des questions-réponses. Puis nous essaierons de clôturer notre journée à 22h. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon débat, un bon appétit. Et à tout à l'heure. Nous avons ce soir un très beau parterre, 5 intervenants de référence. Je pense que cette affiche est déterminante dans le succès déjà numérique de la présence ce soir. Je vais appeler les intervenants dans un petit moment, juste le temps de vous dire les 4 grandes thématiques autour desquelles nous allons structurer cette soirée, avec pour objectif de finir, Inch'Allah, vers 22h. Donc nous avons peu de temps, nous avons 2 heures moins quart. On va essayer de mener un débat tambour battant, le plus vif, le plus dynamique possible. Nous allons essayer d'éviter des monologues, donc ce ne sera pas des exposés successifs, mais de brèves, courtes interventions à partir de questions que je poserai aux participants, avec bien entendu la possibilité pour eux d'interagir entre eux, l'essentiel, et de créer entre les participants aussi, si nous y arrivons sur cette idée, une sorte de débat. Et puis il y aura un moment de débat avec la salle, et puis des conclusions. Nous avons ce soir, je vais les appeler dans l'ordre, non pas de la taille de l'entreprise, je pense qu'il y aura pas surprise pour vous, mais de toute façon, puisque vous connaissez les participants, je vais les appeler dans l'ordre alphabétique. Donc je vais commencer par Alaoui, qui est directeur général de Somadu. Alors c'est Youssef Alaoui, il était président de la fédération de la métallurgie, des industries métallurgiques
électrique et électronique. Et il est directeur général de Somadu, il nous dira ce qu'est Somadu. Puis, dans l'ordre alphabétique, j'appelle, c'est Brian Lutumi, qui est administrateur directeur général de BSE Paris. Très heureux de l'accueillir ce soir. Et nous accueillons aussi Krasnodar Benalizmes, qui est directeur général de la Suisse. Le voilà, il vient de surgir. Et une entrée remarquée. Voilà. Nous n'avions pas mis en scène l'arrivée de Yalcé Krasnodar. Vraiment, c'est voilà. Et puis, alors, nous recevons aussi M. Marcel Colus, qui est administrateur directeur général du groupe Lafarge Holcim. Et c'est toujours dans l'ordre alphabétique, c'est Kalem Hidji, qui est directeur général de la bourse de Casablanca. D'avoir accepté de participer à cette table ronde. Voilà. Donc les quatre thématiques autour desquelles nos participants de ce soir vont intervenir vont porter la première sur la perception qu'ils ont du rôle de leur entreprise dans la société. Je vais leur poser la question tour à tour de savoir quel est selon eux le rôle de la société, de l'entreprise qu'ils dirigent dans la société marocaine. Donc on sait en général poser la question du business model, de l'activité, des produits et des services. C'est une question qu'on pose moins. C'est, j'allais dire, si je commence par exemple par Sidi Youssef Alaoui, à quoi servez-vous? À quoi ça sert Somadu? Quel est son rôle dans la société? Bonsoir à tous, très heureux d'être parmi vous. La société Somadu est une très ancienne société, elle a été créée en 1949. Elle va fêter ses 70 ans dans 2 ans. Donc j'ai pris la présidence de cette société il y a 10 ans. Mon père l'ayant acheté en 1978. Donc je suis à ma 2e génération. C'est une société qui est spécialisée dans l'équipement industriel. Donc nous travaillons pratiquement à 93% pour le marché marocain et à peu près 5% à l'export. Quelles sont les parties prenantes avec lesquelles vous êtes en interaction? Vous avez bien entendu des collaborateurs. Combien de collaborateurs? Une trentaine. Et puis, combien de clients? Autour de 300 clients. 300 par an. Très bien. Alors, au-delà de vos collaborateurs et de vos clients, avec qui interagissez-vous? Qui intervient? Qui interfère dans votre vie professionnelle? Alors, le premier intervenant est assis à ma gauche, c'est d'abord la banque. Les PME marocaines, je crois que le premier à qui ils disent bonjour, c'est un banquier. Le second, ce sont nos fournisseurs, et on peut dire 95% de nos fournisseurs sont à l'étranger. La société Somadu importait principalement, jusqu'à il y a à peu près 5 ans, 90% de ses produits d'Europe, principalement d'Italie, de France, d'Espagne. Aujourd'hui, nous sommes en train de migrer plutôt vers l'Asie. Est-ce que vous êtes plus, bien sûr, vous avez comme l'administration fiscale, vous êtes installé comment? Dans des magasins? Vous avez Nous sommes installés à Isfahan. Très bien, c'est dans la zone industrielle de l'Isfahan. Vous êtes dans la zone industrielle de l'Isfahan. Quelle relation vous avez avec votre voisinage à Isfahan? Dans le quartier industriel. Vous avez des liens avec le quartier industriel? Bien entendu, parce que nous avons créé une association qui s'appelle Azien, qui vient d'être créée, qui est présidée par Mohamed Fikrat, qui est le président de Cofimar. Et donc c'est une zone qui est en train de s'organiser, très bien, et tant mieux pour les riverains, pour les entreprises qui la constituent. Très bien. Donc vos parties prenantes vont au-delà de vos clients, de vos fournisseurs, vous avez aussi des liens donc avec ce milieu environnant que vous essayez d'arranger, que vous essayez d'aménager. D'accord? Et je sais aussi que vous avez présidé la FIM. Vous avez aussi un engagement associatif professionnel. Actuellement, moins.
au niveau de la ville, parce que je considère qu'il y a un président, il y a un bureau, et il faut qu'ils prennent le relais. Je suis là, bien entendu. Nous appelons, nous sommes toujours membres, parce que je préside un groupe de 3 entreprises, donc je suis toujours membre. Toutefois, mon énergie aussi, je la mets à la disposition aussi d'autres associations. Très bien, voilà, très bien. Donc vous êtes combien de collaborateurs? 45. Au total, les 3 entreprises, c'est 70 personnes. Plus de 70 personnes. 75 personnes pour appeler ça. 70 personnes. Donc vous vous définissez comme une PME, une TPE. Une PME. Alors, à votre droite, vous avez Karim J, qui est directeur général de la bourse de Casablanca. Vous avez pas beaucoup plus de collaborateurs à la bourse de Casablanca. 75. Vous êtes 75, donc vous êtes juste 2 fois plus de collaborateurs que les collaborateurs, que l'effectif de Somadu, mais vous n'êtes pas une PME. Techniquement, si, nous sommes une PME. Oui, si effectivement nous mobilisons beaucoup de capitaux. Vous mobilisez beaucoup de capitaux. Nous sommes en réalité une PME. Vous avez un rôle stratégique dans l'économie marocaine. Écoutez, justement, la bourse est un peu au carrefour de l'épargne et de l'investissement. C'est la plateforme qui permet de faire se rencontrer les investisseurs qui sont à la recherche de placements pour leur épargne et les émetteurs, c'est les entreprises qui ont besoin de lever des fonds pour financer leurs projets de développement. Donc c'est un carrefour de la croissance, d'une certaine manière. Très bien, donc vous avez d'immenses responsabilités. C'est une responsabilité importante, mais malheureusement la bourse aujourd'hui ne finance pas suffisamment l'économie nationale, puisqu'elle contribue à moins de 5% du financement global de l'économie. Si on prend en compte tous les investissements réalisés dans notre pays, la bourse contribue à peu près à un peu moins de 5% du total. Ce qui est peu. Ce qui est très peu, effectivement. Vous avez l'ambition de développer cette... Justement, depuis à peu près 1 an, nous avons une nouvelle gouvernance à la Bourse de Casablanca. Nous étions une entreprise totalement mutualisée, propriété des intervenants, des sociétés de bourse. Aujourd'hui, nous avons comme actionnaires des banques, des assureurs, la CDG, Casa Finance City et les sociétés de bourse également. Donc c'est un actionnariat très diversifié, toutes les parties prenantes finalement du marché des capitaux pratiquement, ce qui permet de mobiliser toutes les énergies pour permettre à cette institution de jouer pleinement le rôle qui est le sien, qui est de financer l'économie. Très bien, donc quand vous vous levez le matin pour aller à votre bureau, vous vous dites je vais aller financer l'économie. Vous avez conscience de cette responsabilité? Ou vous vous dites je vais administrer le bureau, je vais faire le directeur? Financer l'économie, c'est un peu présomptueux de dire je vais aller financer l'économie. Mes amis banquiers sont là, sont les premiers financiers de l'économie nationale, et heureusement qu'ils sont là. Mais vous avez quand même de belles réussites. La bourse vit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de papier sur la place, mais c'est pas tant le fait de la bourse de Casablanca. Vous avez fait de belles réformes ces derniers temps. Vous communiquez bien, vous avez refondu, comme vous l'avez dit, votre conseil d'administration, votre gouvernance. Et on essaie d'accompagner les PME. Vous essayez maintenant de toucher les PME, ce seraient vos nouvelles cibles? Exactement. On estime que les PME qui représentent finalement l'épine dorsale de l'économie marocaine méritent d'être soutenues. Elles le sont déjà par les banques, naturellement, et la bourse leur apporte un soutien supplémentaire pour leur permettre d'accéder au marché des capitaux à travers un programme que nous appelons le programme Élite. Très bien. Alors justement, en termes de démarche de responsabilité sociale, vous faites aussi de l'éducation à l'inclusion, de l'éducation à la finance. Effectivement, nous avons un rôle aussi d'éducation financière que nous avons démarré il y a plus d'une dizaine d'années à la Bourse. Nous avons une école de la Bourse qui a formé l'année dernière 7000 personnes dans les établissements secondaires, les universités, et même les professionnels, les avocats, les magistrats, etc. Nous sommes également membres de la Fondation marocaine de l'éducation financière, membre fondateur de la Fondation marocaine de l'éducation financière, qui a un certain nombre d'initiatives visant à favoriser l'inclusion financière, permettre aussi la bancarisation et une meilleure connaissance des outils financiers, parce que finalement, un citoyen qui ne maîtrise pas le langage de l'argent, quelque part, n'est pas totalement libre.
Il faut qu'ils maîtrisent le langage de l'argent. C'est vrai. C'est vrai. Autre question, au-delà de la maîtrise de l'argent, déjà, par rapport aux entreprises cotées au Maroc, à la bourse de Casablanca, est-ce que vous faites des choses aussi, ou vous vous apprêtez à faire des choses pour apprendre à leurs dirigeants le langage aussi de la responsabilité, pour qu'ils soient aussi des dirigeants, si je puis dire, responsables? Absolument. Nous venons de lancer avec l'autorité marocaine du marché des capitaux le guide ESG qui s'adresse à toutes les entreprises cotées à la bourse et qui a pour objet de les aider à avoir les outils, à acquérir les outils pour un reporting plus global qui n'inclut pas que les données financières, mais certaines entreprises dont la BMCE, dont la Cosumar et d'autres communiquent déjà sur des aspects non financiers. Et donc ce guide a pour vocation d'aider les entreprises à s'approprier les outils qui leur permettront de communiquer sur leur empreinte carbone, par exemple, de communiquer sur toutes les actions de responsabilité sociale qu'elles engagent dans leur environnement, également sur leur gouvernance, parce que la gouvernance c'est aussi très important. C'est pour ça que le guide ne s'appelle pas RSE, mais ESG. C'est-à-dire l'environnement, la responsabilité sociale et environnementale et la gouvernance. Est-ce que, donc, en tant que place financière, que bourse de Casablanca, vous sentez, de votre responsabilité de faire avancer la responsabilité sociale, la conscience ou les pratiques de responsabilité sociale chez les entreprises cotées, et à partir de ces entreprises cotées, chez dans leur chaîne de valeur, dans leur chaîne d'influence, parmi leurs sous-traitants, leur écosystème? Absolument, parce que la bourse est par définition une entreprise transparente. La fonction même d'une bourse, c'est d'assurer la transparence de l'offre et de la demande. C'est de permettre une confrontation de l'offre et de la demande, de permettre d'avoir des prix qui reflètent la réalité économique de l'entreprise. Et donc, c'est quelque part notre vocation de favoriser la communication des entreprises vers toutes les parties prenantes, s'agissant des dimensions autres que la seule dimension financière. Et nous avons rejoint depuis 3 ans une initiative des Nations Unies qui s'appelle Sustainable Stock Exchange Initiative, qui est une initiative qui regroupe aujourd'hui une 60aine de bourses à travers le monde. Tout à fait. Les bourses se sont intéressées à la transparence justement du reporting ESG, tout à fait, qui a un rôle important au niveau des investisseurs. Et de plus en plus de fonds s'intéressent effectivement aux entreprises qui communiquent sur cette dimension-là. Il y a 10 000 milliards de dollars de fonds investis qui s'intéressent justement aux entreprises qui respectent la bonne gouvernance, l'environnement et ainsi de suite. C'est très important ce que vous dites. Vous savez qu'il y a même des pays où la bourse exige la production d'informations de responsabilité sociale, environnementale, de gouvernance, sur les droits de l'homme, pour pouvoir être admis à la bourse. Bon, j'imagine pas qu'on va mettre en place cette obligation ici, ce serait trop tôt, mais je pense que ce guide ESG est déjà en soi une très bonne contribution. Et puis, je sais que la bourse, en tant qu'entreprise aussi, a des engagements propres. Je sais que vous faites des choses pour les écoles aussi, vous êtes engagé. Absolument. On soutient les écoles rurales. On a 2 écoles que nous aidons depuis maintenant 5 ans. À travers des investissements dans les infrastructures de l'école. On a créé également des classes de préscolaires dans ces écoles. On soutient le corps enseignant. Et là, c'est vos collègues aussi. C'est vos collègues de la bourse. Ce sont les collègues de la bourse qui s'impliquent effectivement. Donc ça a un double rôle. À la fois, nous aidons effectivement ces écoles. À notre modeste niveau, on n'a pas les moyens de la BMCE qui a un programme beaucoup plus ambitieux. Mais vous inspirez. Mais à notre modeste niveau, on essaie de faire des choses et effectivement, ça motive les collaborateurs de la bourse parce qu'ils sont impliqués personnellement auprès du corps enseignant pour les aider avec des sorties avec les élèves, avec du matériel pédagogique, le personnel de la bourse a même aidé à repeindre les écoles, à planter des arbres dans le jardin et ainsi de suite. Il y a vraiment un engagement très fort des collaborateurs de la bourse pour ces écoles. Très bien. Très bien. Donc on va continuer notre tour de table avec pour critère en fait de cheminement l'effectif. Vous avez remarqué, on a commencé par
plus petite en termes d'effectifs, suivie de celle qui a à peine le double en termes d'effectifs, la bourse, mais en termes de capital, j'ai l'impression que ça pèse quand même un peu plus. Et puis de la SUS. Alors, de la SUS, vous êtes combien? On emploie 5000 personnes, 5200 personnes. Ah, pardon, donc vous employez plus que la Farge. Oui, mais je pense aussi, nous, on emploie essentiellement des ouvriers. On est une entreprise. Je vous donne la parole. Non. Entreprise. Tu vas la garder. Donc, nous, on est une société à l'origine créée par des Français, Monsieur Delassus, d'où le nom de la société. Et un petit peu comme si elle oui, c'est une société qui a été reprise par ma famille en 65. Aujourd'hui, moi je suis la deuxième génération, on a la troisième génération qui est intégrée. Et cette dimension d'entreprise familiale relativement un peu plus importante, parce que ça reste une PME, nous a donné cette proximité justement avec nos collaborateurs et qui a donné une manière de travailler chez nous qui est peut-être un petit peu différente de ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de proximité entre nous et les collaborateurs qui travaillent avec nous. Et au-delà de... Bien sûr, vous avez des collaborateurs, et puis vous avez une activité qui est un peu saisonnière. Oui, on a une partie qui est saisonnière. Donc on est essentiellement agricole, on fait de la grune, ça par définition c'est saisonnier. On fait de la tomate cerise et c'est 12 mois, c'est une des grosses entreprises. De la fleur coupée c'est 12 mois. Et donc globalement on n'est pas totalement saisonnier. Bon, il y a beaucoup d'entreprises au Maroc qui font du conditionnement, de la production de produits agricoles, d'export, et qui n'ont pas cette touche particulière que Delassus a réussi à suggérer, à faire émerger ces dernières années. Voilà, c'est un peu le signe que l'empreinte du manager pèse aussi sur l'entreprise et sa façon de se comporter avec son écosystème. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous occupez d'autre chose que de seulement produire des biens, emballer des produits, des agrumes et les exporter? Pourquoi vous débordez comme ça de votre lit du business habituel? Parler des écoles. Donc, d'abord, le fait qu'on soit une entreprise familiale, on a, comme je l'ai dit, une proximité avec les gens qui travaillent avec nous. Ma soeur et moi dirigeons l'entreprise, il y a absolument zéro barrière entre nous, on n'a pas d'assistante par exemple, on n'a pas de DRH, désolé. Et on fait beaucoup de choses nous-mêmes et en direct avec les différentes entreprises. Et la deuxième chose qui est particulière, c'est que on est profondément attaché à l'indépendance de la personne pour lui donner pour qu'il se sente libre de créer, d'initier. Et quand ils font des erreurs, c'est des erreurs pour apprendre et on passe à autre chose. Ce n'est pas des erreurs pour dire ah non j'ai fait une bêtise, ciao. D'ailleurs, on a un taux de turnover qui est assez bas. C'est un signe de nos fiertés. Et on a également une approche genre. C'est pas par objectif figé, mais je trouve qu'on est à 50-50 du haut de la pyramide jusqu'en top manager. Voilà, 50% de l'effectif. J'ai une sœur qui fait tout le travail, moi je fais. Je sais pas pour vous parler. Sergé, juste en rebond, les entreprises familiales, finalement, ça peut être bien géré, une entreprise familiale. Bien sûr, absolument. On a beaucoup d'exemples. D'abord, à la bourse de Casablanca, nous avons beaucoup d'entreprises familiales. Des petites comme des très grandes, hein, comme la BMCE par exemple. Pour ne citer qu'elle. Une entreprise familiale aussi. Une entreprise familiale. Et c'est des entreprises parfaitement gérées, avec une bonne gouvernance, une bonne responsabilité sociale, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas. Je dirais que l'entreprise familiale n'est pas moins bien gérée qu'une entreprise dont le capital est largement réparti. D'ailleurs, à la bourse de Casablanca, toutes les entreprises, sans exception, sont contrôlées à plus de 50%, soit par une famille, soit par un groupe étranger. Il n'y a pas d'entreprise où le capital est éclaté, comme c'est le cas aux États-Unis ou en Europe, par exemple. D'accord. Donc on a beaucoup d'entreprises familiales. D'accord. Donc en fait, vous sentez une différence entre la notion de patrimoine familial et de capital? Votre entreprise, c'est quoi? C'est un patrimoine, un capital? Notre entreprise, sérieusement, notre entreprise, c'est pas vraiment la partie capitale, c'est la notion de
d'aller de l'avant. On est sur une bicyclette, on doit pédaler pour aller de l'avant. On n'a pas, on fait pas de la spéculation immobilière ou des terrains ou autre. Toute notre valeur économique, elle vient du travail de chaque année. Et par conséquent, on s'appuie sur les gens qui travaillent avec nous pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est quelque chose qui aussi renforce la proximité avec les gens. Alors, un point commun avec CFJ, c'est votre engagement aussi très fort, personnel, mais aussi managérial. C'est votre entreprise en faveur de l'éducation via l'association Sanadi que vous avez montée. Vous pouvez en dire que beaucoup de gens la connaissent ici, mais moi j'ai toujours plaisir à entendre parler de Sanadi. Moi j'ai toujours plaisir à en parler. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de chance il y a des années. J'ai un collaborateur qui avait des problèmes d'éducation pour ses enfants, qui lui donnait des cours de soutien scolaire, qui lui coûtait beaucoup d'argent. Il était directeur général de station de conditionnement. Et puis, il a eu l'idée de poser la question aux emballeuses qui travaillent là-bas pour leur dire comment vous faites pour les enfants, comment ils travaillent, etc. Et à sa grande surprise, et à la mienne après, il y avait deux problèmes essentiels. Tous les enfants qui étaient déjà 12, 13, 14 ans avaient abandonné l'école. Et ceux qui étaient en âge d'aller à l'école, eh ben, la pauvre emballeuse, elle payait jusqu'à 10% de son salaire pour que le 12 lait ou le gars d'une classe à l'autre. Et donc il a une idée très simple, comme l'entreprise est au cœur de là où habitent les gens, il a fait venir un prof, et puis il a commencé à donner des cours de soutien, pas des cours de soutien, une étude dirigée pour les enfants des ouvrières. Et puis un jour j'étais là-bas, il me dit ah, regarde, on fait comme ça, c'est super et tout, et puis c'est vrai, passionné par ça. J'étais passionné par ce projet. Et donc on avait 50 enfants, puis 120, puis 600, puis on a monté une véritable association qu'on a ouverte donc à d'autres entreprises. Aujourd'hui on est une quarantaine d'entreprises, on a près de 4000 enfants dans 6 villes du Maroc. Et le principe, il est très simple, on donne des cours de soutien scolaire d'une manière très professionnelle, pédagogique. D'ailleurs on a repris le directeur pédagogique qui était aux écoles BSE. Il avait déjà quitté. Et puis on utilise l'école publique gratuitement. On fait la rénovation d'école et on fait la formation des profs. Et puis tous les soirs on donne des cours de soutien scolaire à ces enfants qui viennent à pied à l'école, puisqu'on prend des écoles qui sont à proximité de leur domicile. Et on donne 4h30 de cours au primaire, 6h au collège, et jusqu'à 10h pour le bac. Et puis ça s'est monté comme une entreprise sociale, win-win. Bon, je sais que tu la connais bien, parce que tu nous as audité, donc... Et certifié. Donc la gouvernance était très importante pour nous, puisque nous, on a sur 4000 enfants, on en a peut-être 500. Donc essentiellement le budget il vient de d'autres entreprises, donc c'est M&M, et puis en plus on parle de la gestion de l'avenir des enfants, donc on a fait très attention à tout ce qui était gouvernance, et ça a été ça s'est monté plus. L'impact sur les collaborateurs? Alors l'impact il est un peu sur tout le monde, en fait c'est un projet qui est vraiment win-win, parce que d'abord le premier bénéficiaire c'est bien entendu les enfants. On ne dépasse pas 15 enfants par classe, donc déjà ils découvrent un milieu scolaire qui est totalement différent du milieu auquel ils sont habitués, parce que malheureusement, jusqu'à maintenant, peut-être ça va changer, ils sont entre 50 et 60 enfants par classe. Et nous, ils sont 15, donc ils sont obligés de parler, ils sont obligés de... Ça change totalement leur approche à l'école. Vous savez qu'à la rentrée en France, le nouveau gouvernement, enfin le nouveau président, oui, Macron, a ciblé maintenant la norme 12 élèves par classe dans les quartiers dits difficiles. Donc, vous avez beaucoup de moyens. Donc vous avez, d'une certaine manière, on n'est pas passé par McKinsey, on a fait tout ça par hasard, pas par hasard, par logique. Et on a décidé pas beaucoup d'enfants par classe. Donc l'impact, vous dites, il est positif. Il est win-win pour les enfants, pour les parents bien entendu, parce que qu'est-ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous que la réussite de ses enfants. Donc quand quelqu'un qui est illettré, qui n'a pas de moyens financiers, se trouve dans une entreprise qui lui propose d'accompagner ses enfants jusqu'au bac, il faut savoir qu'il n'y a que 12% des enfants qui commencent l'école obtiennent leur bac, donc c'est 90% qui abandonnent. Quand ils ont quelqu'un pour s'appuyer dessus, évidemment, c'est très fort pour la personne, et par conséquent pour son attachement à la société. Et il y a un impact